l'ANSES, Directeur maintenant. directeur de l'ANSES, Ouais. et qui va nous parler d'une seule santé, de One Health. Vous savez que c'est un sujet chez Neil qui est un sujet auquel on tient beaucoup, sur lequel on investit beaucoup de temps, de moyens pour essayer d'en faire la promotion, sachant qu'on pense que s'intéresser à la santé humaine actuellement, c'est bien, mais voir les interactions également avec la santé environnementale et la santé animale, c'est très certainement beaucoup mieux. Et quand on voit l'impact humain sur un certain nombre de choses, les environnements ou les dérèglements climatiques, je crois qu'il va falloir qu'on ait un- un mouvement très fort sur le plan One Health pour que chacun prenne conscience de ses responsabilités et des risques qu'on encourt. Benoît, je vous passe tout de suite la parole. Oui, merci beaucoup. Parlez-nous justement de l'ANSES dans la politique One Health en France. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation, Olivier. Et c'est un très grand plaisir d'être là ce matin, sur place, au Café Nil, et donc de partager ce moment matinal. L'ANSES est une agence qui s'intéresse à toutes les santé, santé environnementale, santé végétale, santé animale, santé humaine au travers de la santé des travailleurs, mais aussi de la sécurité sanitaire des aliments, qui est un très très gros sujet, en réalité à impact fort sur la santé humaine. Et effectivement, elle se présente comme une agence qui regarde les santé comme étant décloisonnées, avec des interférences qui vont de l'une à l'autre de ces santé, que ce soit le passage de virus depuis le monde animal vers les humains, ce qu'on appelle des zoonoses, ou que ce soit des pathologies des plantes qui affectent la sécurité des aliments, ou tout autre sujet d'interfaçage entre ces différentes santé. Donc elle est une seule santé finalement par essence. Et puis sur le plan politique ou gouvernemental, en réalité, elle met, du fait de ses tutelles, l'interministérialité au cœur de son action, puisqu'elle travaille à la fois pour le ministère de la Santé, mais aussi pour le ministère de l'Environnement, mais aussi pour le ministère de l'Agriculture, sans méconnaître le ministère du Travail et la partie de Bercy qui concerne les consommateurs. Donc, sa configuration d'interministérialité lui permet aussi de résoudre un certain nombre de sujets de mise en commun de ces différents acteurs et de pouvoir régler, au fond, un certain nombre de sujets One Health. Aujourd'hui, elle est aussi très engagée dans le domaine de la recherche, puisque c'est une agence dont les 1400 agents connaissent 750 chercheurs et personnels de recherche. Donc, c'est la moitié, finalement, de nos agents qui travaillent pour la recherche. Et cette recherche aujourd'hui qui se développe autour des nouvelles agences de programme, la santé pour l'INSERM, c'est l'organisme qui porte, l'agriculture et le monde de l'élevage avec l'INRAE, et puis la troisième agence de programme à laquelle nous contribuons, qui est le climat, les questions du climat, de biodiversité et de société, qui est portée par le CNRS. Et donc dans ce cadre-là, nous avons aussi une vraie volonté d'inscrire ces programmes dans une dynamique One Health. Et donc nous travaillons à l'intersection de ces trois programmes pour essayer de faire converger ce sujet de toutes les santé dans le cadre des nouveaux appels à programmation de recherche. Cette caractéristique aujourd'hui, par exemple, de pouvoir s'intéresser à toutes les santé, fait que dans l'initiative prévention au niveau national, et on sait qu'on a besoin de faire une transition depuis le soin, que j'ai beaucoup fréquenté par ailleurs, et la prévention que j'ai pu aussi côtoyer dans le cadre de mes fonctions de directeur général de la santé antérieurement. Cette prévention a besoin d'être renforcée. Et c'est une prévention qui, aujourd'hui, fait appel à des questions comme les multiples expositions, notamment les nouveaux risques chimiques, bien sûr les émergences nouvelles, celles qui vont concerner le passage de barrières pour les virus entre l'animal et l'humain, et puis tous ces sujets qui sont aujourd'hui, j'allais dire, dans l'air, c'est-à-dire en réalité des contaminants de diverses natures et des risques liés au réchauffement lui-même, donc des risques de vagues de chaleur,
ou les conséquences de ces nouveaux risques liés au dérèglement climatique. Donc cette recherche à laquelle nous souhaitons contribuer et l'expertise qui va avec, clairement fait de notre action une seule santé. Pour essayer finalement de canaliser toutes les actions que nous portons dans ces différents domaines, avec différents types de sujets et des supports qui vont de l'expertise jusqu'à la recherche ou à la référence internationale pour un certain nombre de diagnostics de pathologies végétales ou animales. Il nous a semblé que ce qui était très important, c'est d'avoir des grands axes thématiques. Et donc, dans ces grands axes thématiques, nous avons le thème Une seule santé, le thème des règlements climatiques aujourd'hui, et aussi, je l'ai évoqué rapidement, les multiples expositions, donc ce qu'on appelle l'exposome, qui sont la somme des expositions au cours d'une vie, et qui permet effectivement de réunir les expositions qui peuvent être d'origine individuelle, le tabac, l'alcool, l'absence d'activité physique, des expositions qui peuvent être de nature infectieuse, et puis des expositions qui sont de nature diverses. J'évoquais tout à l'heure les risques chimiques, les risques ionisants et d'autres. Et donc ces éléments-là permettent là aussi de couvrir tous les palettes d'activités de l'agence et donc de donner des axes forts, porteurs pour ces différents thèmes. Voilà un peu l'introduction générale que je pourrais faire sur cette question Une seule santé. Ce qui est très intéressant, c'est que on entend parler d'une seule santé à différents niveaux quand on interroge les administrations, mais des administrations concernées, on n'est pas avare sur les administrations en France, mais les administrations concernées, il y en a combien? Il y en a une trentaine, au moins. Pour nous, il y en a au moins 5 qui sont rattachés à notre thème ministériel. Mais effectivement, on pourrait rajouter la direction de l'eau, on peut rajouter les transports, on peut rajouter l'urbanisation. Enfin, tous ces sujets-là, en réalité, touchent aux questions de santé, sans parfois le savoir. Et donc, effectivement, si on doit faire un collectif des administrations concernées par ces thèmes transversaux de la santé, on va avoir un très, très gros édifice. Je pense qu'il est important que les principales impliquées, on va dire l'environnement, la santé, l'agriculture et la recherche d'une certaine façon, je pense que ces quatre-là doivent fédérer un mouvement national, un peu à l'emblème de ce qui se passe aujourd'hui en Europe et au niveau international dans le cadre d'une seule santé ou One Health, et que ces quatre organisations, administrations puissent préparer une programmation pour les opérateurs que nous sommes, afin finalement de donner une direction d'action et aussi une illustration concrète pour le monde politique et pour le grand public de ce que veut dire cette dynamique de décloisonnement au niveau de la santé. Alors, il y a quelque chose dont vous venez de parler qui est absolument essentiel. On ne peut pas imaginer une politique, une seule santé, sans avoir une dimension qui soit régionale, entre guillemets. Je parle aussi bien de la région en tant que telle, au niveau français, les 13 régions qu'on a dans l'Hexagone, plus les dom-toms, mais également de la région Europe, qui, elle, doit impulser des lois, doit impulser des directives et un certain nombre de prises de décision. Quel est votre rapport? Quel est le rapport entre l'ANSES et l'Europe par rapport justement à cette question de One Health? C'est une question très très importante. Au niveau régional, ce qu'on peut indiquer en première intention, c'est que la dynamique de planification écologique s'est développée au niveau régional avec des véritables actions régionales entrant dans ces nouveaux risques et effectivement avec pour ces nouveaux risques la dynamique santé qui est accompagnée par les agences régionales de santé. Pour l'ANSES, la dynamique régionale elle est très très importante puisque nous avons au travers de ces activités de recherche, je parlais de la moitié de nos agents qui sont des chercheurs, nous avons 9 laboratoires sur 16 sites nationaux et outre-mer pour l'action de recherche de l'agence. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous travaillons donc sur des recherches liées aux problématiques végétales ou environnementales, sur des problématiques animales ou de sécurité des aliments. On reprend les thèmes principaux de l'agence.
et chaque laboratoire étant très focalisé en réalité de façon spécifique sur une partie de la santé animale, par exemple les espèces avicoles sur la région Bretagne, les chevaux en Normandie, et d'autres types d'espèces animales concernées. Je pensais aux abeilles en particulier sur Sophia Antipolis. Donc, je donne des exemples, évidemment, on pourrait en donner beaucoup plus. La grippe aviaire. La grippe aviaire s'est trouvée extrêmement engagée sur Ploufragan, donc sur les laboratoires de Bretagne, où les laboratoires pouvaient mettre en place une recherche sur les vaccins, par exemple, pour les espèces avicoles. Et donc, les vaccins ont ainsi été testés dans les laboratoires de l'ANSES pendant cette période de 2023, où les premiers vaccins ARN messagers, d'ailleurs, sont apparus notamment. Donc, il y a un écosystème de laboratoires avec des partenaires universitaires ou d'équipes de recherche d'autres types d'institutions. Je pense à l'INRAE, au CIRAD, et bien sûr à des écoles universitaires, des écoles vétérinaires également, un écosystème très développé pour chacun de ces sites, et avec à chaque fois, et je reviens à cette idée politique, avec à chaque fois des responsables territoriaux, donc des conseils départementaux, des conseils régionaux qui investissent de façon très forte sur ces questions. Au fond, ils sont intéressés par la recherche, mais sont surtout intéressés par les typologies d'activités en agriculture ou en élevage qui les concernent directement et au plus près. Et donc, historiquement, ces laboratoires se sont développés de cette façon. Donc, ils contribuent vraiment à une économie régionale et à des problématiques spécifiques territoriales. Donc, cette action de l'ANSES régionale, elle est extrêmement importante. Elle n'est pas forcément très bien connue, mais elle nourrit évidemment tout le dispositif d'expertise et de recherche que je décris précédemment. Au niveau européen, il en va en réalité de même. Nous sommes à la fois partenaires des très grosses agences européennes, que ce soit l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, l'Agence européenne pour les risques chimiques, l'Agence européenne pour les pathologies, donc le CDC, qui est équivalent nord-américain pour l'Europe. Nous travaillons aussi avec l'Organisation mondiale de la santé animale, sans méconnaître l'Organisation mondiale de la santé pour l'humain, en ayant d'ailleurs pour un certain nombre de ces institutions des mandats de référence, et donc le fait que nous portions de façon tout à fait pragmatique la manière dont on peut dépister un certain nombre de maladies de l'animal ou des plantes. Nous avons aussi des participations à des très gros programmes européens, certains que nous coordonnons. Et à titre d'exemple, je parlais tout à l'heure des nouveaux risques. Nous avons un programme européen qui a débuté en 2023, qui se terminera en 2027, qui est un programme sur 200 partenaires, 27 États membres, doté pour les 7 années de programmation, 2023-2030, de 400 millions d'euros. Donc c'est une très très grosse somme, qui permet effectivement d'interroger aujourd'hui l'association entre des risques individuels, des risques chimiques, la façon dont, ce qu'on appelle la biosurveillance, la façon dont on analyse biologiquement un certain nombre d'échantillons de la part des personnes qui sont exposées, peuvent être analysés, interprétés, et définir des nouvelles valeurs de toxicologie pour ces risques qui sont des risques émergents. Nous avons un équivalent qui a été complété l'an dernier, qui était un programme européen dans le cadre d'Horizon 2020, qui a permis effectivement de coordonner les risques en sécurité alimentaire au niveau européen, et où l'agence était coordonnateur avec un partenaire belge. Donc des programmes très très importants qui nous permettent à la fois d'associer, parce que l'échelle est celle qui est nécessaire, d'associer des partenaires dans différentes régions de l'Europe pour contribuer à des données suffisamment importantes en volume pour qu'elles soient signifiantes. Mais c'est aussi la capacité pour nous d'associer nos expertises, de les comparer et de rendre compte finalement de la façon dont notamment le One Health est pris en compte dans ces différents pays, avec différents partenaires qui sont des partenaires, comme je disais, européens, des agences européennes, mais aussi des partenaires nationaux en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et ailleurs. Donc ces réseaux en fait qui se développent aujourd'hui nous aident à réfléchir ces questions des multi-expositions, ces questions du transfert des barrières d'espèces pour les virus et d'autres sujets.
Donc c'est un écosystème très riche et qui montre à quel point aujourd'hui il nous faut aller au-delà de nos frontières pour régler ce type de problème. Alors, vous avez parlé de la question de la surveillance en particulier. Est-ce que on a 9 laboratoires en France qui dépendent de l'ANSES, et puis on a d'autres structures qui regardent un certain nombre d'autres critères. Si on prend Cécile Pulcini, par exemple, avec l'antibiorésistance, elle a aussi des réseaux. On peut dire qu'en France, sur le plan de la surveillance d'un certain nombre de risques, on est plutôt bien doté. Mais au niveau de l'Europe, est-ce que des grands pays, j'imagine, comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie, ou la Belgique doivent avoir ce genre de choses, peut-être les pays du Nord, mais il y a toute une frange de l'Europe qui vient de rentrer ou qui est rentrée il n'y a pas longtemps, qui est en particulier l'Europe centrale. Comment ces idées de One Health sont-elles appréhendées au niveau de ces pays de la communauté européenne? Alors je pense que le rôle des agences européennes est très important dans ce cadre. Je citais les grandes agences européennes tout à l'heure, l'Agence européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, celle des risques chimiques, l'ECHA, le CDC, mais aussi voilà, l'agence de l'environnement, Ouais. qui est aussi très importante, l'agence du médicament européen, à laquelle nous contribuons par les médicaments vétérinaires. Ces agences européennes ont un rôle très important pour diffuser les méthodologies, les réseaux d'acteurs, et en particulier la surveillance et les plateformes de surveillance et les messages qui doivent remonter de différents pays qui signalent un certain nombre d'épisodes vers ces coordonnateurs finalement de surveillance. Donc cette partie-là est évidemment très importante. Et aujourd'hui, on reste encore à la moitié du chemin, puisque un certain nombre d'agences nationales travaillent, non pas de façon isolée, hein, ce n'est plus possible, mais travaillent pas forcément avec les mêmes types d'organisations, les mêmes types de référentiels que ceux que d'autres agences peuvent utiliser. Et donc, il s'agit à la fois d'implémenter un courant fédérant finalement la qualité de cette expertise, de la qualité de cette recherche, la qualité de la surveillance qui va avec des méthodes partagées, avec une vision cohérente de ces questions, notamment One Health, mais aussi des expositions multiples. Et l'agence, l'ANSES, en tant que telle, contribue à cette dynamique-là de deux façons. La première, en participant aux instances de ces agences européennes. Je suis moi-même acteur du management board de l'EFSA. Nous avons un de nos directeurs généraux délégués qui est totalement investi sur le forum, l'advisory forum de l'EFSA également, d'autres qui participent à l'écart. Enfin, nous sommes très très investis sur ces agences, mais aussi par ces réseaux de recherche dont je parlais tout à l'heure, ce qui nous a amené d'ailleurs à considérer que notre conseil scientifique à l'agence ne pouvait pas être un conseil scientifique strictement national. Et donc nous avons aujourd'hui 2 tiers de nos représentants scientifiques qui viennent de différents pays de l'Europe, mais aussi du monde, hein, puisque nous avons des représentants d'Amérique du Nord. Le conseil scientifique de l'agence nous aide aussi avec des personnes qui sont là intuités personnelles, elles ne sont pas là pour représenter leurs institutions, à la différence de ce que sont les représentations dans les agences européennes. Mais leur participation à l'agence permet aussi de réfléchir avec eux sur les sujets importants à porter à l'échelle européenne pour fédérer les acteurs et permettre qu'effectivement les actions soient cohérentes d'un bout à l'autre de notre Europe. Et donc on partage avec eux en particulier ces thèmes très importants que j'ai mentionnés tout à l'heure, le One Health, le dérèglement climatique, l'exposome, qui sont des sujets phares, sans méconnaître aussi à un moment donné un outil de travail qui va être essentiel pour toutes ces actions, qui est celui de collecter les données, les massifier, être capable de les traiter en utilisant des algorithmes appropriés. Et donc, on voit immédiatement derrière, évidemment, l'émergence de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est aussi parce que nous avons besoin de données représentatives des sujets, et en particulier, vous parliez de surveillance quand les signaux sont faibles et qu'il faut les repérer, eh bien, il s'agit d'avoir à ce moment-là une gamme de représentation des différentes populations et des différents sujets d'exposition qui dépassent largement la taille nationale, d'où l'importance de ces réseaux également pour massifier ces informations.
Si on revient au plan national, et en particulier au plan territorial, on va dire régional, on s'aperçoit quand même qu'à l'heure actuelle, si on prend la formation des étudiants en médecine, One Health, rien. Étudiants en pharmacie, pareil. Vétérinaires, peut-être plus. Ils sont très certainement beaucoup plus sensibles à la question de l'environnement et tout ça. Mais au bout du compte, la culture One Health, au niveau des acteurs du territoire, que vont être les professionnels de santé, les vétérinaires, les agences de l'eau, les chambres d'agriculture, les élus locaux et les citoyens, comment on va faire une culture commune? Comment on va faire en sorte que demain, si un risque se présente en situation réelle dans une région, les vétérinaires vont travailler avec les médecins, travailler avec les élus locaux, travailler avec les agriculteurs pour faire en sorte de prendre tout ça en compte. Alors vous avez raison, hein, je pense que les amis vétérinaires sont très en avance, puisqu'ils font de la santé populationnelle. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque où j'étais directeur de la santé, où je m'étais rapproché notamment de l'ordre des vétérinaires pour réfléchir avec eux sur la façon de repérer des pathologies possiblement zoonotiques. Et c'est vrai que les mandats sanitaires, l'organisation de leur profession les amènent à faire de la santé populationnelle, ce qui est malheureusement pas encore le cas en santé humaine. Nous en sommes encore très très loin, et même sans aller jusqu'au One Health, l'éducation en santé publique qui s'est améliorée au cours de ces dernières années a été longtemps très très éloignée de la formation des soignants. En fait, on forme des Tout à fait. soignants et pas vraiment des professionnels de santé. Donc je sais que ce mouvement-là a commencé dans les facultés de médecine, et que les préoccupations de santé environnementale notamment commencent à réellement faire partie des programmes. Donc là-dessus, il y a un gain qui ne peut passer que par une formation renforcée, une amélioration quant à la conception de ce qu'est la notion de toutes les santé, et le passage d'un problème donné depuis le segment environnemental vers le segment de santé animale ou humaine. Donc là-dessus, effectivement, la formation est une solution, mais je pense aussi la réflexion de nos organisations nationales. Aujourd'hui, ça reste extrêmement exceptionnel, pour ne pas dire euh, impossible, qu'un médecin vétérinaire soit au ministère de la Santé. Oui, Je c'est pense qu'il dommage. est temps que des vétérinaires investissent le ministère de la Santé, les agences régionales de santé notamment. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais pour avoir fréquenté un certain nombre de ces institutions, ce type de profil était peu existant, ou pas existant du tout, et que par ailleurs, un médecin puisse s'installer chez les agriculteurs, ou en tout cas au Bien ministère sûr. de l'Agriculture. Je sais que c'est arrivé quelques fois par le passé, et on peut souhaiter que ça se renforce. Parce qu'en réalité, c'est vrai que décloisonner, c'est une expression assez simple à utiliser. La réaliser concrètement, bah, ça doit passer par ce type de mixité, en réalité, où les éducations puissent effectivement se brasser, et où les conceptions changent. On a loupé sans doute un moment très fort qui a été celui que la crise Covid nous a offert, puisque vous Oui, vous souvenez, les médecins vétérinaires, les laboratoires de diagnostic vétérinaire ont été sollicités pour la crise Covid, et j'ai visité certains de nos laboratoires qui ont contribué activement avec d'autres partenaires territoriaux à faire du diagnostic Covid au moment où la crise a été à son plus fort, première vague, où il fallait développer des tests et commencer à essayer de surveiller et repérer ce qui se passait. Parce que sinon, comment faire du soin quand on n'a pas le signal qu'il convient et vers lequel les soins se dirigent? Cette expérience-là, à mon avis, n'a pas été mise à profit et non. pour décloisonner de façon beaucoup plus importante les outils diagnostiques et la possibilité pour les laboratoires de se fédérer. Alors ça existe, hein, il y a des laboratoires nationaux qui font du One Health en réalité, qui font à la fois du diagnostic chez l'animal et chez l'humain, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Et donc ça fait partie effectivement de la bonne réponse. Avec Santé publique France, hein, qui est l'agence sœur qui s'occupe d'épidémiologie humaine et finalement de promotion de la santé chez l'humain, nous avons évidemment des actions communes, notamment sur la surveillance de la grippe aviaire, où un protocole pilote a été mis en place au niveau national pour identifier le passage potentiel d'un influenza aviaire qui passerait
des espèces avicoles vers des mammifères, voire même vers l'humain. Et donc, ceci est engagé. Vous savez qu'aux États-Unis, H5N1, donc l'influenza aviaire pathogène, touche aujourd'hui des humains. Dans le contexte d'ailleurs des éleveurs de bovins qui eux-mêmes sont touchés, hein, puisqu'on a pu identifier H5N1 dans le lait de ces vaches, mais pas nécessairement uniquement. Et donc il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle sur la possibilité d'un passage interhumain au niveau nord-américain. Ceci est en cours d'évaluation et d'investigation. Mais la question est quand même vraiment posée, et avec des symptômes qui, pour les premiers cas, ont été, au moins pour l'un d'entre eux, assez sévères, donc avec pathologie respiratoire très marquée. Donc on est peut-être à l'émergence de nouvelles zoonoses, puisqu'en réalité il y en a déjà eu, puisque Covid est probablement une zoonose, Oui. Mpox, sans doute également. Voilà, donc on est entouré par ces zoonoses. Pour bien faire comprendre le sujet et le rôle très spécifique de l'ANSES dans ce cadre-là, ce qui crée le risque, c'est la multiplication des replications virales, et donc le fait que les virus mutent et puissent s'adapter à un arbre respiratoire, si on pense à la pathologie respiratoire, qui est finalement la plus effrayante, parce que la diffusion devient très très grande à partir de l'air expiré ou des gouttelettes liées à l'humidification des voies aériennes. Le passage se fait par modification du génome du virus, et donc va s'accrocher à des cibles qui n'étaient pas avant possibles pour lui. Nous avons montré à Ploufragan, dans nos laboratoires, comment le virus, en mutant, s'était adapté à des arbres respiratoires de mammifères par rapport aux arbres respiratoires des canards. Donc il y a, de ce point de vue-là, multiplication, augmentation du risque, d'où l'importance, de vacciner, de traiter pour éviter que la replication continue d'augmenter, parce que sinon le risque mutant, et le mutant très agressif se propageant apparaît à l'horizon, ce risque apparaît à l'horizon. Donc l'importance de vacciner, mais aussi l'importance d'avoir des mesures barrières, ce qu'on a dit pour la Covid, l'analogie est très forte, qui s'appelle des mesures de biosécurité en médecine vétérinaire, donc pour éviter que les éleveurs transmettent d'un élevage à un autre le pathogène, ou diffusent plus loin d'ailleurs que les élevages de proximité au niveau national, par le biais de la route, par le biais des transports, ces pathologies. Donc l'ANSES joue sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'elle donne des recommandations en matière de biosécurité, c'est le ministère de l'Agriculture qui évidemment place ensuite le plan d'action, mais fait aussi son rôle en matière de surveillance de l'émergence de pathologies nouvelles liées à la mutation du virus. Voilà, donc ces éléments sont évidemment très très importants aujourd'hui pour enrayer finalement ce qui peut être la diffusion d'un virus qui peut devenir potentiellement très dangereux, notamment si il se transmet par voie respiratoire, ce qui a été le cas de la Covid, et c'est pour ça que la Covid a été aussi marquante sur le plan sanitaire, c'est que la diffusion se faisait très rapidement par voie respiratoire, avant même d'ailleurs que les symptômes apparaissent, ce qui en faisait un marqueur de gravité tout à fait important. Et c'est vrai que ça fait partie des points qui sont les points les plus marquants, cette transformation des zoonoses strictes on va dire en anthropozoonose, je ne sais pas si le terme est consacré, enfin, du moins en passage chez l'homme. Quand on voit à l'heure actuelle ce qui se passe sur le Mpox, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir un animal au départ. On arrive sur maintenant d'une contamination interhumaine, avec les conséquences que cela a, puisque les formes sont plus dangereuses, semble-t-il, que ce qui se passe. Et pour illustrer ça, il y a un cas en Allemagne, en particulier. Ça veut dire que c'est pas du tout quelque chose qui est réservé à l'Afrique ou à un certain nombre de contrées lointaines. On peut être touché demain par peut-être du Nil, du Marbourg ou des choses comme ça. Et je pense que votre travail là-dessus est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, je voulais signaler quand même qu'il y a un ministère qui est un peu en avance par rapport au ministère de la Santé, c'est le ministère d'Agnès Pannier-Runacher, parce que elle a un médecin de santé publique. Tout à fait, que je connais très bien d'ailleurs. Voilà, qui s'appelle Pierre Breton. Oui. Et Pierre. Qui était avec vous il n'y a pas très longtemps. Voilà, et peut-être même qu'il nous regarde. Je ne sais pas, en tout cas, s'il nous regarde. Je pense qu'il est avec nous.
Et donc, voilà, on n'a pas de vétérinaire au ministère de la Santé, mais on a un médecin au niveau du ministère d'Agnès Pannier-Runacher. D'ailleurs, Pierre a un parcours One Health puisqu'il était préalablement au ministère de la Santé puis au ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Donc, il se développe selon cet espoir qui est le mien de voir les barrières administratives franchies par des professionnels venant d'autres horizons. C'est un vrai militant. Mais ça, c'était une parenthèse. J'ai une dernière question par rapport à ça, c'est se battre contre quelque chose, il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie. On n'a pas de stratégie nationale de santé en France pour le moment. On est en train d'y réfléchir avec 250 propositions, donc absolument inapplicables. Euh, donc déjà difficile. La deuxième chose, c'est qu'à côté de cette stratégie nationale de santé, on a déjà en région des plans régionaux de santé qui sont faits par les ARS. Et puis la troisième chose qui vient, c'est qu'on en est au quatrième plan national de santé environnementale avec des PRSE donc dans les régions, de déclinaison dans les régions, qui sont les PRSE 4. Donc moi j'aimerais savoir où est comment on va trouver un vrai pilote pour faire en sorte que tout ça, ça soit mis un peu en cohérence et que on puisse, pour le citoyen lambda, on puisse avoir une vision des choses qui soient claires. Oui, il serait sans doute très utile qu'un programme national de santé, se déclinant en programmes régionaux de santé, puisse s'installer, incorporant à l'intérieur les différents plans de santé publique qui peuvent exister par ailleurs, au fur et à mesure, peut-être pas qu'ils se créent, parce que les plans de santé publique sont souvent une option de réponse immédiate à un sujet qui s'installe dans le paysage sanitaire. Je me souviens du plan Lyme que nous avions installé en 2016 avec Marisol Touraine. Il était rendu nécessaire par ce qui semblait une perception de l'explosion de cas de pathologie de Lyme, donc liée à la tique et à la borrelia qui s'associe à ces morsures de tique. Et donc, il y avait nécessité d'installer un plan de santé publique. Par contre, le renouvellement de ces plans, et donc ça interroge sur le plan national santé-environnement, par exemple, lorsque les actions principales ont commencé d'être engagées, que les moyens, n'oublions jamais que les plans ont besoin de moyens, sinon ils n'ont pas beaucoup de raison d'être, si ce n'est d'être une seule réponse politique, mais quand les moyens ont été mis en place, la pérennisation de ces plans se verrait, à mon avis, renforcée par le fait d'être incorporé dans le programme national de santé qui a vocation à évoluer par tranche de 3 ou 5 ans selon les choix qui pourraient être faits. Ce qui permet je dirais, d'assurer au fond que ces plans divers trouvent une cohérence dans un plan national, surtout si on considère que ce plan national doit être One Health. Ah oui. Et plus simple à ce moment-là d'en avoir un unique et d'avoir sa déclinaison opérationnelle au niveau des régions. Les plans de santé régionaux, santé-environnement, je pense que leur bilan va être très important à faire dans le cadre de la préparation du PNSE 5, puisque un nouveau programme normalement est envisagé. Peut-être qu'il changera, peut-être qu'il deviendra un programme national One Health, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais en tout état de cause, ce qui a été fait au niveau régional devra être sous-pesé pour voir les contributions qui ont pu être apportées et la dynamique que ça peut donner au niveau national. Mon idée n'est pas que le programme national doit se décliner de façon descendante vers les programmes régionaux, mais qu'il y ait une véritable émulation sur les suggestions d'actions régionales pour, à un moment donné, constituer aussi une programmation nationale. La réalité des régions, on le sait très bien dans ces questions de santé-environnement ou d'émergence, c'est que de région à région, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. On le sait très bien avec les sols pollués, on le sait très bien avec les questions de métabolites de pesticides, par exemple. Ce qui a été utilisé pour tel type d'agriculture à tel endroit ne l'est pas pour tel autre ailleurs. Et de même, les productions industrielles, confèrent les perfluoroalkylés ou PFAS désormais célèbres du couloir rhodanien, ils ne sont pas exactement retrouvés. Alors on en trouve un peu partout aujourd'hui, mais pas forcément avec la même intensité ni en posant les mêmes problématiques. Donc la dynamique, on en parlait tout à l'heure, la dynamique territoriale et régionale est extrêmement importante dans ces sujets et donc ne doit pas être confisquée par une vision trop centralisée nationale. Voilà, ça c'est certainement deux éléments importants. Donc la complémentarité de plan de santé publique à un plan national
et Et un puis, travail coordonné avec les différentes régions et en particulier les représentants des agences régionales de santé, mais pas seulement. Donc aussi tout ce qui est d'action régionale de l'État en matière d'environnement, d'alimentation et les autres sujets de dynamique territoriale. Je pense par exemple qu'un outil très précieux pour cette action coordonnée de l'État, ce sont ce qui est porté par les préfets de région, donc qui sont les comités d'administration régionale, qui réunissent toutes les forces vives de l'État sur les régions, en traitant de sujets qui sont des sujets extrêmement One Health, comme la pauvreté, les questions d'eau, l'insalubrité de l'habitat, et tous ces sujets qui, au fond, font migrer des tas de problématiques simultanées et qui doivent être coordonnées et animées. mais c'est vrai qu'en en ce qui concerne la problématique régionale, les déterminants de santé des Hauts-de-France ne sont pas du tout les mêmes que pour la Non. population, ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'Occitanie ou ceux Après, de... il y a quelques courants transversaux. Oui, on a quelques facteurs de risque nationaux, on va Mais dire, après, sur les mais risques chimiques, par voilà, exemple, les choses peuvent être très différentes, effectivement. il y a des niveaux on va dire de pauvreté ou de précarité qui ne sont pas les mêmes. On va peut-être passer à la séquence des questions et je vais ouvrir maintenant la possibilité de poser des questions. Alors voilà, j'adore quand il y a les petites mains qui s'affichent. Première règle, je prendrai les questions dans l'ordre dans lequel les mains s'affichent. Donc n'hésitez pas à vous afficher très rapidement. Deuxième règle, bien entendu, vous pouvez mettre votre caméra et ouvrir votre micro, comme ça on vous verra et ça nous permettra d'entendre vos questions. Mais surtout, si c'est possible, présentez-vous parce que tout le monde ne se connaît pas. Et donc, on a comme ça la possibilité de savoir avec qui on discute et c'est beaucoup plus enrichissant. Alors, Marc Bonneville, première Oui, question. bonjour. Merci pour cette belle présentation. Marc Bonneville de l'Institut Mérieux. Et nous avons coutume d'interagir notamment avec l'équipe ANSES locale à Lyon. Euh, je me demandais en fait, puisqu'on a beaucoup parlé en fait de cette problématique de coordination, comment vous vous articulez? Alors, vous avez évoqué effectivement le plan prévention dans le cadre de France Santé 2030, mais il y a également d'autres initiatives comme le PEPR Présode, par exemple. Et comment est-ce que vous voyez en fait l'articulation avec vos problématiques? Parce que bien évidemment, elles sont largement chevauchantes. Et comment vous imagineriez, ou est-ce qu'il y a véritablement une coordination pour avoir des réflexions conjointes sur des développements méthodologiques, sur les problématiques de temporalité, en fait, puisque dans toutes ces problématiques de surveillance, l'enjeu pour que les données soient actionnables, c'est leur vitesse de disponibilité. Et c'est toujours l'éternel problème, en fait, dans les systèmes de surveillance, c'est donner de la valeur aux données et la vitesse de mise à disposition des données est un élément de valorisation qui est important. Oui, absolument. Donc, plusieurs éléments de réponse à votre question. Sur la partie de la donnée, un gros effort est fait aujourd'hui au niveau national pour rapprocher les éléments de données de santé avec des données qu'on pourrait qualifier d'environnementales. Nous sommes nous-mêmes impliqués aujourd'hui pour réfléchir à l'accueil de ce qu'on appelle le Green Data Forest, qui est l'équivalent du Health Data Hub pour les données de santé humaine, afin de croiser finalement des données d'exposition, quelles qu'elles soient, avec des données de santé telles qu'elles sont disponibles dans le cadre du système national des données de santé et sa configuration pour la recherche qui est donc le Health Data Hub. Donc ce travail de coordination de la donnée est animé au niveau national, il y a un comité stratégique de la donnée de santé, et donc l'effort de l'ANSES est surtout de rapprocher les données environnementales de ces données nationales de santé pour justement leur donner une configuration de santé et pas seulement de soins, puisqu'en réalité, ces données dites de santé sont beaucoup des données de soins aujourd'hui et on peut s'enorgueillir d'avoir un tel dispositif au niveau national. La vitesse
pour leur accès viendra effectivement de la configuration de ces plateformes, HDH, GD4H, mais aussi de plateformes qui existent déjà et qui travailleront de façon concertée, notamment les plateformes d'épidémiosurveillance que nous avons à l'ANSES ou le suivi de l'épidémiologie que peut faire Santé publique France. Nous avons sur Lyon, puisque c'est Lyon qui coordonne l'effort et vous en parliez tout à l'heure, les plateformes d'épidémiologie en santé animale, en santé végétale, en sécurité sanitaire des aliments qui sont effectivement réunies et qui permettent d'avoir une vision de l'émergence d'un certain nombre de signaux. Sur l'effort de coordination, là aussi, il y a un travail. Vous évoquiez Présode, on pouvait évoquer aussi le PEPR prévention qui est en préparation à l'heure actuelle. Les travaux qui se font avec la NRS, maladies infectieuses émergentes, les travaux qui sont dans les différentes agences de programme que j'ai évoquées tout à l'heure. Pour les coordonner, il y a plusieurs aspects. Pour nous, c'est d'être acteur dans chacun de ces programmes, et c'est le cas aujourd'hui de façon très très forte, en particulier sur le Présode. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'agence de programme. On essaye de monter cette groupe interprogramme qui sera One Health. Il est aujourd'hui porté par l'agence de programme INRAE AgriLife, et donc j'espère que l'effort se diffusera pour qu'il soit totalement One Health vers au moins les deux agences de programme qui nous intéressent, qui sont santé et climat. Et puis, il y a des initiatives nationales. On parlait tout à l'heure du programme national santé-environnement. Le groupe santé-environnement, qui est aujourd'hui très très important dans le cadre du suivi du PNSE, a aussi un rôle à jouer parce qu'il est aussi à la convergence du politique et du technico-scientifique. Et donc, cette animation faite par le GSE, j'espère, pourra se poursuivre. Là aussi, nous y sommes très impliqués, en particulier au titre d'un groupe de travail One Health, pour donner des directions nouvelles à ce qui pourrait être une coordination qu'on évoquait tout à l'heure en matière de programme national One Health ou de contribution au programme national de santé, sans méconnaître, et j'avais vu votre question ou votre remarque, évidemment la dynamique régionale qui est tout à fait essentielle dans ce cadre et que porte le GSE par ailleurs. Donc, si je prolonge un tout petit peu la question de Marc Bonneville, est-ce que la coordination entre les bases qu'on a au niveau français, d'abord, est-ce qu'elles sont interopérables? Est-ce qu'elles sont pensées interopérables? Premier point. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau européen, est-ce qu'elles sont également interopérables ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui reste très... Alors, il y a un espace de la donnée au niveau européen, hein, donc il y a des efforts qui sont de niveau convergence nationale, interopérabilité des acteurs, et donc comment est-ce qu'effectivement les données peuvent être mises ensemble. Vous savez qu'il y a des données de santé qui sont tout à fait aujourd'hui coordonnées au niveau national, par exemple, les émergences de malformations sont des fichiers européens, et qui n'ont d'ailleurs de sens qu'à cette échelle-là. Hein. Sinon, le bruit est tellement faible qu'il n'est pas repéré par rapport à une relation avec notamment des problématiques d'exposition ou de consommation de médicaments. Donc, c'est les malformations qui sont enclenchées pendant la conception et donc qui sont dépistées soit en intra-utéro, soit après la naissance et parfois quelques semaines ou quelques mois après la naissance. Donc, l'espace de la donnée de santé existe au niveau européen et il sera certainement renforcé dans différentes rubriques, profitant notamment de l'élan One Health que portent les agences européennes. Au niveau national, l'interopérabilité des bases est un très très gros sujet dans le cadre de l'architecture que j'évoquais précédemment, de rapprochement entre des données de santé et des données environnementales. En fait, le point qui est crucial dans cette question-là, il est lié à ce qu'on appelle la géolocalisation, c'est-à-dire d'être capable d'identifier pour les assurés sociaux qui donnent leurs données au système national de données de santé, lesquelles sont agrégées pour permettre la recherche dans le cadre du Health Data Hub, du Health Data Hub. Et donc, la problématique qui est posée là, c'est de se dire, pour une personne donnée, les expositions autour d'elle ont été telles et telles. Donc, ce qu'on appelle la géolocalisation. Évidemment, c'est assez fragile, puisque une personne, par définition, se déplace au cours de sa vie, se déplace au cours de ses journées, va vers des expositions liées au milieu du travail, ou des expositions qui sont liées à son logis personnel ou à l'endroit ou dans les endroits qu'il va croiser au cours de sa journée ou au cours des mois qui passent.
Donc c'est un problème très très important de cohérence des données. Ce qu'il faut remarquer, ces deux choses, c'est que le volume de données écrase ces variations-là, c'est-à-dire en réalité, au fond, les gens se déplacent, mais pas tant que ça, et vivent de façon plus importante sur certains sites, et donc ça peut permettre de s'affranchir de cette question de la migration. Et puis surtout, il y a des chercheurs, merci bien sûr à la recherche, qui fait le travail pour des échelles plus petites et qui va s'intéresser à des cohortes spécifiques. En France, il y a une cohorte très intéressante qui a été montée avec les centres de l'assurance maladie qui s'appelle la Constance et qui croise plusieurs dizaines de milliers de données avec donc de santé recueillies dans ces centres de santé, y compris les déterminants individuels, hein, le tabagisme, la consommation d'alcool, l'activité physique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec des expositions, ça peut être les radiations ionisantes, ça peut être l'eau de consommation humaine, etc., pour voir quelle influence ça peut avoir et comment surtout traiter les données pour les rendre cohérentes et analysables. Et donc c'est sur la base de ces cohortes ou de registres qui existent, je parlais tout à l'heure des malformations, des registres du cancer également, c'est sur la base de ces échelles qui peuvent être plus ou moins grandes, hein. Le registre du cancer, par exemple, est national pour les enfants. Tous les cancers de l'enfant sont répertoriés dans ce registre, donc c'est une base très importante, avec des cas peu nombreux, fort heureusement, mais une base très importante. Et donc ces registres, ces cohortes nous permettent aussi d'identifier les méthodes pour croiser les données et savoir ce qu'elles pourront nous raconter à l'avenir sur ces questions d'exposition ou de pathologies qui viennent d'un secteur à un autre, de l'environnement vers la santé humaine ou animale. Et effectivement, une fois ces méthodes acquises, ce savoir-faire tout à fait intégré, elles pourront être déployées à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Évidemment, on conçoit très très bien que seuls des algorithmes bien préparés, repérant dans ces bases de données un certain nombre de messages et d'informations, nous permettront d'avoir ensuite une veille, une surveillance qui soit continue. On est là dans quelque chose qui est long, qui est éloigné, hein, c'est 10 à 20 ans de maintenant, mais il faut y réfléchir dès aujourd'hui pour se doter de l'outil nécessaire au niveau national. Et alors, vous soulignez tout à l'heure l'importance de tout ce qui concernait la prévention. Sur le plan de la prévention, on n'a pas de base. Alors, elle va peut-être commencer, puisque en réalité, le ministère de la Santé a lancé maintenant les rendez-vous de la prévention. Donc, le programme est débuté. Vous vous souvenez, c'était un souhait du président de la République qui avait été complété par le ministre François Braun, qui était de faire en sorte que les Français puissent avoir un rendez-vous de prévention tout au long de leur vie. Donc, à 20-25 ans, 40-45 et 60-65 ans, c'était les grandes étapes qui avaient été considérées. Santé publique France a beaucoup travaillé sur cette question pour savoir quels étaient les déterminants importants à repérer dans ces échanges de prévention. Ce n'est pas forcément une consultation médicale. On sait que le nombre de médecins est un sujet de tension à l'heure actuelle au niveau national, mais c'est un sujet de professionnels de santé. Et pourquoi pas d'ailleurs associer différents types de professionnels de santé. Sûr. On parlait tout à l'heure des vétérinaires, des pharmaciens, mais aussi de ceux qui s'intéressent aux questions de santé et qui ne sont pas nécessairement des médecins, infirmiers, sages-femmes, kinés, etc. Au contraire. Voilà, donc il faut mêler les professionnels dans cet exercice de repérage et finalement que ces données soient accumulées au cours du temps pour qu'on puisse les rattacher individuellement, et c'est ça l'espoir, avec le système national des données de soins, ce qui est aujourd'hui sorti des données de l'assurance maladie ou des hôpitaux, et permettre effectivement de voir comment des déterminants individuels de santé, y compris d'ailleurs connaître mieux les situations de travail des personnes, les situations d'exposition environnementale, qui peuvent être documentées aussi dans ce cadre-là, et donc de savoir comment, en les observant, on les lie à des émergences de cancer, des émergences de maladies chroniques, et donc faire un vrai shift vers la prévention et le fait de pouvoir documenter la relation qu'il y a entre une exposition et l'apparition de pathologies. C'est un dispositif qui aujourd'hui peut se mettre en place, et donc on aura par ce biais-là la possibilité d'agir directement sur ces déterminants, et au fond de financer non plus strictement le soin, mais la prévention. Là aussi, une expérience du Covid qui a été essentielle, c'est qu'elle a permis de réaliser à quel point la prévention permettait d'éviter le soin de façon très puissante, que ce soit d'ailleurs par les gestes barrières, qui limitaient finalement la diffusion du virus, ou par la vaccination elle-même, qui a fait effondrer la troisième vague,
notamment au début chez les personnes âgées dans les EHPAD, et où finalement la saturation du soin, à l'époque la préoccupation était essentiellement les réanimations, a pu se faire de façon tout à fait remarquable. Donc le lien est donc une cinétique très vite, très rapide, mais c'est vrai pour les cinétiques lentes, c'est-à-dire pour les maladies chroniques, c'est la même chose. Si la prévention s'engage, le soin sera beaucoup moins saturé, et donc on pourra de ce point de vue-là épargner un certain nombre de choses difficiles pour la vie des Français, puisqu'en réalité, nous avons un appareil de soins qui est toujours très opérant, mais il ne fait que compenser des maladies chroniques qui sont mal prévenues. Oui, ça c'est vrai. Question suivante. Vernin, j'ai pas le prénom, je pense que c'est peut-être Jacques. C'est Oui. Jacques. Bonjour Jacques. Olivier. Jacques Vernin, président de Facophar Santé, qui est également fondateur de la Fédération des industries de santé. Je participe aussi à l'ARIS. Et bon, je suis une formation de pharmacien. Et je vous remercie du panorama complet que vous avez fait des acteurs de One Health. Alors, quand Olivier dit mais où est le pilote? Et je pense que vous seriez tout à fait destiné à être le pilote de l'ensemble de ces organismes dont vous avez décrit avec beaucoup de précision et de perfection, tant au niveau national qu'européen, les multiples acteurs qui tournent autour de One Health. Alors moi j'ai une question parce que vous avez parlé de la prévention à renforcer sur les risques chimiques et notamment environnementaux. Et alors aujourd'hui nos opérateurs de l'eau pompent l'eau de boisson dans les rivières et fleuves de France où la baignade est interdite et la consommation des poissons est interdite parce que vous avez parlé de ces polluants chimiques là, les PFAS ou PCB, etc., qui sont des perturbateurs endocriniens. Et je me souviens de vous avoir rencontré à la réunion de l'ANSES qui avait lieu sur les perturbateurs endocriniens cet hiver. Et quand on voit les ravages que font ces produits-là, qui sont à la fois perturbateurs endocriniens majeurs, cancérigènes, mutagènes, comme ce sont des huiles, ça se fixe sur le cerveau et ça peut générer Alzheimer, Parkinson par l'accumulation, puisqu'ils sont toxiques au milliardième de gramme. Et je voudrais savoir si vous avez parlé des préfets de région. On a vu que l'agence de bassin Seine-Normandie bon, n'a pas fait grand-chose pour les JO. Est-ce que il y aurait un moyen d'avoir un acteur qui s'occuperait plutôt de... Parce que dans différents pays, et notamment aux États-Unis, les rivières ont été débarrassées de ces polluants éternels. Et je voudrais savoir, le problème, c'est que notre millefeuille français, là, sur l'eau, car il y a énormément d'intervenants, est-ce qu'il pourrait y avoir un pilote pour mettre en œuvre, puisque les fonds sont collectés, il n'y a pas besoin de faire une taxe supplémentaire, puisque les agences fixent la redevance, les agences de bassin collectent les fonds, mais ils ne sont pas utilisés, donc ces fonds qui sont collectés pour la santé humaine, hein, puisque le nettoyage de l'eau, ça fait partie des actions de prévention et de la santé humaine, eh bien, ils ne sont pas utilisés alors qu'ils pourraient être orientés sur justement ces polluants éternels qu'on peut soustraire. On a réuni une filière opérationnelle, comme ça se passe à l'étranger, et il n'y a plus qu'à la mettre en œuvre, peut-être dans des secteurs précis où la pollution est plus intense. Là, j'aimerais avoir votre avis. Alors, merci beaucoup pour votre présentation du sujet, qui me permet d'insister sur le caractère interministériel du dossier. C'est sans doute pour ça que vous avez une perception que je qualifierais de sans doute un peu, enfin, qui est très généreuse pour nous, mais qui fait que l'ANSES ne pourrait pas répondre à un tel pilotage.
Mais effectivement, notre caractère interministériel, hein, puisque je rappelais que nous avons 5 tutelles, donne ce sentiment qu'au fond, nous savons répondre à la problématique. Mais nous ne sommes pas gestionnaires suffisamment pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Donc, nous sommes probablement un très bon pilote pour tout ce qui est repérage, surveillance, alerte, recommandations en matière d'expertise sur ces sujets, pouvant aider les pouvoirs publics, mais évidemment, ce sont aux pouvoirs publics de s'emparer de ces questions qui sont de l'interministérialité et qui réunissent, on l'a dit tout à l'heure, non seulement la santé, l'environnement, l'agriculture, mais aussi, pourquoi pas, les transports, le commerce et des tas d'autres. Et donc, le résumé de ça, c'est une politique nationale interministérielle, très clairement, d'où la nécessité, il me semble, qu'une feuille de route, une seule santé puisse être installée par les ministères de tutelle qui correspondent à ces sujets-là. L'agence, comme d'autres, peuvent aider. Nous serions évidemment très attentifs aux demandes qui nous seraient faites dans ce cadre-là, en partageant évidemment ce sujet, notamment avec Santé publique France et un certain nombre d'organismes de recherche ou de surveillance que j'ai indiqué tout à l'heure, sans méconnaître les agences de l'eau, par exemple, si on s'intéresse spécifiquement à l'eau. Mais j'en viens au niveau régional. Et encore une fois, je le redis, je pense que la personne la mieux placée pour coordonner cet effort-là au niveau régional, c'est le préfet de région, puisqu'il a toutes ses administrations autour de lui et qu'il peut finalement développer un plan interministériel de niveau régional quand le sujet est aussi massif et aussi transversal. Là aussi, réflexion sur le rétex Covid, c'est qu'il a fallu à un moment donné travailler avec les préfets de région pour que les actions qui concernaient la santé puissent trouver leur aboutissement la façon la plus efficace possible. Voilà, vous savez, les agences régionales de santé sont aux côtés des préfets de région, mais elles ne peuvent pas travailler aussi bien sans ces préfets si les sujets sont à ce point portés par différents types de politiques publiques. Et je vous remercie. Ça répond à la question également de Christian Lambet, là, qui vient de la poser, justement sur le rôle du préfet de région dans la gestion de ces situations. Alors, un autre outil que nous avons au niveau national, hein, qu'on avait mis en place en 2016, qui est le comité interministériel pour la santé, qui est un dispositif qui réunit les administrations et les agences qui y sont associées, pourrait aussi être un usage assez intéressant dans ce contexte. Il y a eu plusieurs réunions du comité interministériel pour la santé. Le tout premier, c'était en 2016, vous avez évoqué tout à l'heure l'antibiorésistance, et c'était le sujet. C'était un sujet extrêmement interministériel. Et donc, le premier comité interministériel avait été lancé à l'occasion de cette question de la feuille de route de l'antibiorésistance en France. Le suivant a été fait à l'occasion de la stratégie nationale de santé qui a été installée avec Agnès Buzyn. Et elle en a fait un troisième et un quatrième, l'un sur les initiatives prévention au niveau national, et ensuite il a été également important, mais quand la loi Egalim a été mise en place, et où les questions d'alimentation et d'agriculture ont été posées, le comité a été réuni pour les actions santé qui correspondaient à ce programme. Depuis, il n'a pas été remis en place, mais je pense que sur une question de la stratégie Une seule santé, il pourrait élaborer une politique ou la préparer pour que éventuellement le gouvernement s'empare de ce sujet. Bon, c'est une suggestion d'outils administratifs qui me vient en pensant à la dynamique du comité d'administration régionale des préfets. Et je pense que vous avez raison. Sur le plan de la coordination, c'est un critère essentiel. À titre d'anecdote, moi dans ma commune, on a eu un problème de gestion de l'eau et on a eu affaire au préfet de région, au préfet de département, à l'agence de l'eau, à la gendarmerie, à l'ARS, à la chambre d'agriculture, je crois à la communauté de communes. Alors vous imaginez que 36 000 communes en France, avec des maires qui ne sont pas forcément sortis de fac ou autre chose. Notre maire, il fait un travail magnifique, mais il est agriculteur de formation. Donc, aller se mettre en relation avec ces 7 ou 8 administrations, ça pose quand même un problème majeur. Alors que là, la question de l'eau, c'est une question de pollution de l'eau par des intrants.
Donc, ce n'était pas une petite question de santé publique. C'est pas simplement avoir éventuellement 2-3 Escherichia coli ou quelque chose. On était vraiment sur des molécules qui étaient des molécules. Vous avez raison de citer le maire parce que le maire est souvent la personne ressource concernant l'accès à l'eau potable. Dans les petites communes, c'est même lui qui fait sa surveillance. Et donc, c'est un acteur essentiel dans ce cadre une seule santé, en fait, parce que les maires sont préoccupés par la circulation dans leur commune, sont préoccupés par la formation à la santé des écoles, dans le cadre des écoles, par la restauration collective et de la sécurité sanitaire des aliments. Ils sont préoccupés par l'activité physique, ils sont préoccupés par effectivement l'agriculture et la façon dont elle peut utiliser un certain nombre de moyens. Ils n'ont pourtant pas ce rôle-là officiellement et ils ne sont pas formés pour ça. Donc c'est un maillon très très important de ce sujet. Et à l'ANSES, nous avons au conseil d'administration une représentation des maires de France. Et je suis très à la recherche d'échanges supplémentaires avec l'association des maires de France, que j'avais beaucoup côtoyé en ARS quand on a eu des questions comme l'eau ou les questions Covid, puisqu'ils ont eu un rôle très très important sur ces deux sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, une partie de notre travail, c'est aussi de favoriser la diffusion de l'information que l'agence a à sa disposition pour qu'ils puissent appréhender, notamment grâce à ce qu'il y a sur notre site, qui sont souvent des sujets expliqués de façon la plus simple possible, malgré leur complexité apparente et leur complexité sous-jacente en matière technique et scientifique, mais de telle sorte qu'ils puissent appréhender un certain nombre de ces sujets. Je pense qu'il y a un renforcement de ça à faire, de même qu'il y a, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, la nécessité de former les cadres de l'État dans cette dynamique. Et vous savez que c'est installé à Lyon, une fois encore, puisqu'on parle de Lyon, un institut Une Seule Santé, l'Institut One Health, qui forme les cadres de l'État à la préparation de crises de situations sanitaires aiguës à caractère One Health, qui, à mon avis, est le début d'une histoire importante sur la formation des cadres de l'État à ces questions de santé différenciées et associées dans le concept One Health. Alors, si je regarde dans le chat, si on a des questions supplémentaires, et si on commençait par des formations universitaires regroupant infirmiers, pharmaciens, médecins, vétérinaires? Alors, il y a eu des efforts faits dans les facs santé, puisqu'aujourd'hui, on a des facs santé, c'est-à-dire qui réunissent médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, etc., pour les premières années, et avec une formation qui a été une formation sur la prévention, croisée entre ces différentes disciplines. Mais il faut aller plus loin, je pense, et qu'il y ait un travail qui se fasse aussi entre les écoles vétérinaires et les facs santé, en sachant que les écoles vétérinaires, souvent déjà, ont des liens entre la formation des ingénieurs agronomes et les vétérinaires. Et donc, il y a déjà de la fertilisation croisée entre ces deux mondes-là, ce qui était, comme vous le disiez au tout début, beaucoup plus naturel pour ces formations. Mais il faut aller plus loin et je pense effectivement unir un certain nombre de formations croisées entre les différents compartiments d'une seule santé, ce qui permettra effectivement demain de voir des vétérinaires au ministère de la Santé sans que ça choque personne. Espérons que les doyens, s'il y a des doyens autour de la table qui nous entendent, plutôt que d'aller coller une 11e année de formation pour les étudiants en médecine sous forme d'un service national, je pense que ce serait quand même beaucoup mieux s'ils pouvaient faire consacrer quelques heures à la connaissance générale de One Health par nos confrères et par les autres professionnels de santé. Alors, on a une question de Bernard Gouget. Alors, oui, bonjour Benoît, bonjour à tous. Bernard Gouget, donc ancien de la FHF et encore au ministère pour gérer les laboratoires de référence, mais surtout aujourd'hui, je coordonne un groupe de travail au niveau international de la Fédération internationale de chimie clinique, où je suis en charge justement de développer des programmes sur l'exposome. Alors, c'est un terme qui a été utilisé assez fréquemment dans ton discours. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est véritablement, on a vu l'évolution du concept depuis 2005 entre les expositions chimiques, physiques, déterminants sociaux, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir de quelle manière ce concept-là peut améliorer la médecine personnalisée, la prévention,
et puis comment adapter ces interventions en fonction des profils d'exposition individuels. Ça nous est très difficile au niveau international, puisque nous avons 6 régions, hein, entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie-Pacifique, etc., à déterminer, je dirais, des pistes de travail, entre autres. Et la question qui se pose, comme on utilise aussi l'intelligence artificielle à travers nos différentes études, on a quand même des biais importants qu'on n'arrive pas totalement à résoudre. Donc, comment on voit en France qu'il y a, je dirais, un certain nombre d'organisations qui s'occupent aussi de cet exposome. On peut citer France Exposome, on peut citer l'INSERM, on peut citer le CNRS. On a vu le rapport de Sylvanie pour l'Académie de médecine pharmacie. Mais mon souci, est-ce qu'il n'y a pas des ordres, des priorités, notamment sur la maladie cancéreuse et autres, à développer, je dirais, en termes de coordination et faciliter la médecine personnalisée? Oui, très très bien. C'est le sujet de 2 actions que nous portons à l'heure actuelle. Premier sujet dans le cadre du PEPR, donc Programme d'équipement prioritaire de recherche dans le domaine de la prévention, soumis à l'appel à manifestation d'intérêt qu'a lancé l'INSERM, donc organisme principal donc, en charge de cette agence de programme. Donc c'est de construire un PEPR prévention fondé sur le recensement par l'exposome des priorités qui peuvent être celles d'une action de prévention, donc qui serait complémentaire aussi donc, de ce qu'on appelle challenge prévention et qui sont les interventions démontrant de la valeur dans le domaine de la prévention qu'a lancé récemment l'agence Innovation Santé, mais elle était sur le plateau de Nîmes il n'y a pas très longtemps, Madame Alter. Donc ça, c'est une première action que nous portons, et je viendrai plus au fond de la réponse à ta question, Bernard, tout ensuite. La deuxième, c'est que le Lancet nous a demandé de mettre un collectif d'experts ensemble à l'heure actuelle pour répondre à cette question qui est comment l'exposome favoriserait-elle l'action de la santé publique, voire même l'action du clinicien. Et donc c'est une question très intéressante puisqu'elle force à imaginer que l'utilisation de l'exposome n'est pas un sujet qui n'aura de réalité au sens de la pratique clinique dans 10 ou 20 ans, mais que c'est déjà quelque chose qui pourrait avoir commencé aujourd'hui. Alors pour répondre sur le fond à cette question-là, et en particulier c'est ce à quoi le PEPR que nous coportons avec Robert Barouki, donc, qui est le directeur de l'Institut thématique santé publique, et donc qui est à l'INSERM et qui est un toxicologue réputé. La première réponse à ça, c'est au fond d'accumuler les données, hein, puisqu'on revient à ce principe qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que nous avons besoin de massifier des données pour faire émerger des bruits faibles qui existent, comme démontrant une relation possible entre des expositions et des pathologies. Donc ça, c'est une partie du sujet qui nous permettra de regarder aussi comment nous priorisons nos actions, parce que certainement que dans la somme des expositions, certaines sont plus prégnantes que d'autres, certaines se renforcent aussi. On sait par exemple que la question de la sensibilité au chlordécone est favorisée par une atteinte hépatique, et que donc le cumul finalement d'expositions de nature individuelle ou de nature et environnementale peut avoir des effets différents en fonction de la fragilité qui est recensée sur un des organes concernés par ces expositions. Et puis vous avez, tu as dit aussi, et ça a été repris par plusieurs d'entre vous, une question sur des déterminants sociaux qui peuvent effectivement être liés à la fragilité de l'habitat, un environnement moins favorable parce que bord de routier par exemple ou autre, qui fait qu'effectivement les expositions à des produits chimiques plus purs peuvent être aggravés et peuvent être considérés. Mais pour savoir ça, il faut effectivement avoir ce cumul des expositions représenté par un cumul de données et être capable ensuite de prioriser ce qui va être d'autant plus important. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature au mois de mai cette année qui montre que pour s'intéresser au cancer, il s'agit aujourd'hui de regarder aussi comment les cancers se développent selon différents types d'expositions, et donc l'étude est de niveau international, et sans doute que l'influence des expositions peut changer l'émergence du cancer
Et donc, sa prévention, mais aussi son traitement pourrait en être influencé. Autrement dit, à côté de ce qu'on appelle la génomique, pourrait se développer une exposomique qui donnerait une véritable cartographie pour les soignants, mais aussi pour les préventeurs, hein, puisqu'il s'agit également d'empêcher que ces pathologies émergent, une cartographie nouvelle et qui orienterait de façon tout à fait différente la façon dont nous considérons les soins. Aujourd'hui, on ne traite plus le cancer comme on le faisait il y a 15 ou 20 ans. Il s'agit d'identifier la trace génétique du cancer, son pédigré, et de pouvoir traiter de la façon la plus efficace possible en ciblant au mieux finalement les gènes transformés par la pathologie cancéreuse. Donc c'est à la fois un saut dans le futur, mais c'est déjà une action présente, et je parlais tout à l'heure pour parler de sensibilité d'organes du chlordécone. Aux Antilles, la question de l'exposition au chlordécone est tracée par une biosurveillance actuellement, donc on appelle ça des chlordéconémies, elles sont prises en charge par la collectivité, en fonction de la concentration sanguine trouvée, on est capable d'indiquer que les personnes sont très exposées parce que leurs circuits de consommation ne sont pas forcément bien contrôlés, et donc ils ont des produits qui viennent de circuits alimentaires non sécurisés, et donc ils les exposent de façon plus importante. Et vous le savez aussi, peut-être, l'agence a déterminé le seuil populationnel de concentration de chlordécone dans le sang qui amène à un risque supplémentaire d'émergence de pathologie. En l'occurrence, là, la plus petite dose entraînant un sujet clinique a été une cohorte de femmes enceintes pour lesquelles on s'est rendu compte qu'à un niveau donné de concentration, le poids du bébé est plus petit et la naissance et la durée de grossesse est raccourcie également. Donc c'est le plus petit signe clinique qui a été trouvé pour la dose la plus minimale possible, la concentration la plus minimale possible, et donc qui a amené à cette détermination d'un seuil finalement de concentration de chlordécone dans le sang. Donc aujourd'hui, par exemple, être un médecin qui s'intéresse à l'exposome veut dire qu'il pourrait regarder ce risque-là tout en regardant d'autres risques individuels. Je parlais tout à l'heure de l'alcool ou du tabac qui pourrait, là en l'occurrence l'alcool, renforcer le risque d'exposition. Évidemment, demain, il sera intéressant non plus de considérer que le chlordécone, mais d'autres types de contaminants qui sont présents aussi sur le sol ou dans l'air, et donc d'en faire une association de risques de type exposomique. Mais on voit que pour arriver à le déterminer, il faut des données en quantité importante. Là, les données qui avaient valu dans ce cadre-là étaient une cohorte de femmes enceintes. On comprend très bien que si on veut avoir des données de façon significative, il faut avoir un échantillonnage environnemental beaucoup plus important, d'où cette massification des données que j'indiquais tout à l'heure. Donc on est sur le chemin de cette réflexion d'une relation entre la toxicologie et l'émergence de pathologies et la façon dont individuellement on peut s'en saisir, avec toute la prudence, hein, puisqu'on est dans des échelles statistiques, mais pour indiquer que peut-être les comportements peuvent être à changer ou trouver des molécules qui seraient des molécules de type prévention. Voilà un peu comment répondre à finalement quelque chose qui aujourd'hui est du domaine du futur, mais dont les actions ont débuté. Merci Alors beaucoup. oui, vous avez conscience, Benoît, d'une chose, c'est que déjà sur One Health, les gens n'ont pas une compréhension totale. Alors quand on leur parle d'exposome, ça va pas être simple non plus, hein. Alors on est clairement encore dans le domaine de la recherche. Je disais que la question des multi-expositions sur les Antilles, par exemple, est l'affaire de la recherche. La Santé publique France lance le deuxième volet de Canaries, qui a cet objectif-là, qui est de regarder des expositions multiples cette fois, et pas simplement un pesticide isolé. Donc on est vraiment aujourd'hui encore beaucoup dans le domaine de la recherche, mais c'est pour essayer de donner du corps à la question de Bernard et montrer qu'en réalité les premières étapes sont déjà en route. C'est pour ça d'ailleurs que on est dans cet effort d'écriture d'un programme d'équipement prioritaire de recherche qui notamment permettra le financement d'un certain nombre d'infrastructures qui nous aideraient à favoriser ce cumul d'informations et leur priorisation aussi, parce que ce n'est pas toutes les expositions qui en réalité sont forcément une problématique. Deux points d'ailleurs à ce titre. Premièrement, ce
je développe un peu sur cette question très sensible qui a été portée aux Antilles et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années en réalité. Mais le fait est, on parlait tout à l'heure des perfluoroalkylés ou d'autres types d'intrants qui ont été notablement mis en évidence aujourd'hui au niveau de l'Hexagone. Les problèmes vont être les mêmes. Et donc, ce qui a été fait aux Antilles va se déployer au niveau hexagonal. On peut dire que d'une certaine façon, ils auront été aux avant-postes de ces questions de santé-environnement très typiquement. Donc, c'est vrai que cet effort aujourd'hui est à poursuivre et à développer. Deuxième chose, dans le cadre du plan interministériel, on parlait des plans tout à l'heure, perfluoroalkylés, cette demande est faite, c'est-à-dire de suivre de façon individualisée sur le plan sanitaire les personnes qui se verraient à l'occasion de dosages faits à la demande d'un professionnel ou d'une association qui se verrait avec des concentrations importantes de ces molécules au niveau biologique. Enfin, et pour terminer, après ces 2 points d'évolution dans le cadre de l'action sanitaire, mentionner que, et c'est pas une phrase défaitiste, mais il faut assumer l'idée que nous sommes dans un monde qui est de façon massive investi par différents types de produits. On parle des microplastiques, on parle des perfluoroalkylés, des particules fines dans l'air, etc. Nous sommes dans ce monde-là. Et donc, l'idée, c'est pas tellement qu'on va arriver à le remettre à zéro pollution. Je pense que c'est pas possible. Mais c'est surtout qu'on sache beaucoup mieux surveiller, traiter, prévenir, d'où l'importance de se doter d'instruments nouveaux, tels que ceux que j'ai évoqués précédemment, dans le cadre notamment de l'exposome, mais pas seulement. C'est passionnant. Simplement, si vous me permettez un mot, l'autre piste de recherche, c'est sur l'obésité aussi, qui présente un certain nombre de problèmes et qui s'inscrit totalement, je dirais, dans cette dynamique du concept d'exposome, qui n'est pas si nouveau que ça, parce que ça a débuté en 2005 quand même, donc il nous faut du temps. Merci. Et expérience Covid à nouveau. Souvenons-nous que les personnes les plus sensibles pendant la Covid ont été et les personnes âgées, ce qui est la fragilité des organes de façon multiple, et les personnes en surpoids. Ouais. Et le surpoids, dès le BMI 25, donc en réalité, une relation tout à fait claire entre la présence d'un surpoids, quelle que soit son importance, et la fragilité acquise lors de la rencontre du virus avec beaucoup plus de personnes concernées dans les réanimations et les soins intensifs. Donc la fragilisation de l'organisme par différents types de déterminants de santé individuels est très typiquement je dirais, un sensibilisateur aux pathologies infectieuses, là, pour le coup. Donc, cette relation entre l'hôte et le pathogène doit être considérée des 2 bords, c'est-à-dire des modifications des pathogènes telles que je l'ai évoqué tout à l'heure, la multiplication du virus et la façon dont il s'adapte à nos organismes, mais aussi la fragilisation de nos organismes par différents types d'expositions, tabac, alcool, absence d'activité physique, produits chimiques, etc. C'est ça l'exposomique. Quentin Riodel. Je dis Quentin parce que Quentin fait partie de NIL. Quentin ? Bonjour Olivier, bonjour monsieur. Effectivement, donc moi je suis Quentin Riodel, je travaille chez NIL en tant que consultant et en particulier, j'anime avec Olivier le groupe France for Wellness dont j'ai vu la présence de certains membres dans le chat tout à l'heure. J'ai une question qui vient compléter une de votre intervention de tout à l'heure sur le rôle de l'ANSES dans le champ de la sensibilisation. Vous avez évoqué votre action notamment auprès des élus et des cadres de la fonction publique, notamment avec l'Institut One Health. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce que l'ANSES participe au travail de sensibilisation du grand public et également des corps intermédiaires. Et à votre sens, quels sont les leviers et les acteurs à mobiliser pour que l'approche soit diffusée de la manière la plus efficace auprès de ces publics-là? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que le corpus de relations entre nous et le grand public, c'est d'abord notre site internet et l'excellence des traductions de nos travaux qui y est faite. J'en profite pour remercier les équipes de la communication de l'agence qui travaillent au plus près des acteurs métiers
pour extraire à chaque fois de la façon la plus parfaite possible, c'est-à-dire sans la trahir, ce qui sort de nos avis et qui sont effectivement souvent complexes à lire parce que font appel à des notions de toxicologie, font appel à des notions d'épidémiologie, font appel à des notions relatives au monde chimique, physique ou autres, qui sont souvent très, très, très techniques et donc d'une appréciation qui n'est pas simple. Quand on lit la conclusion de la direction de l'ANSES, c'est plus facile, mais on perd l'essentiel dans ce cadre-là des informations. Donc, ce que fait la communication au travers du site Internet, c'est effectivement de garder l'essentiel de l'information scientifique pour que les acteurs qui sont intéressés, et le grand public autant que possible, et donc la fréquentation du site est très très importante, puissent s'en emparer. Après, effectivement, c'est aussi un de mes soucis depuis que je suis arrivé à la tête de l'agence, ça a été de faire rentrer cette agence dans le domaine de la santé publique. En France, nous avons une agence nationale de santé publique qui est Santé publique France, mais nous avons des agences qui contribuent aussi à la santé publique. Et je pense que l'ANSES en fait partie et doit se faire connaître mieux de la part des professionnels de santé, j'allais dire du côté humain. Donc c'est vrai que l'agence est plutôt bien repérée par le monde vétérinaire, le monde agricole, mais sans doute un peu moins par le monde de santé humaine. Sans doute parce que les documents qui sont présents sont assez complexes et pourtant ils sont concernés au premier chef pour ces questions nouvelles. Peut-être aussi, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, parce qu'au fond, dans leur formation, dans leur action actuelle, dans leur activité, ils sont éloignés de ces questions de santé-environnement. Ils sont déjà éloignés des questions de santé publique, mais encore plus des questions de santé-environnement. Donc on a là un rôle à jouer, et d'ailleurs avec l'Association de Santé publique France qui travaille également à cette question de santé-environnement, hein, on se croise sur ces sujets-là. Il y a un travail à faire pour se rapprocher de ces publics de professionnels de santé en santé humaine, pour leur faire toucher du doigt l'importance de l'apparition de ces nouveaux risques et peut-être demain de ces nouvelles méthodologies dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier champ d'action qui m'a amené, moi, à revoir des partenaires plus traditionnels de mes actions antérieures, aussi bien à l'Agence régionale de santé ou à la direction de la santé, pour leur faire connaître les travaux de l'ANSES et les risques nouveaux qui apparaissent et qu'ils se doivent de connaître. J'ai été, y compris, rencontrer Madame Daudet à la Direction générale de l'offre de soins pour lui parler de ces sujets et entreprendre avec elle un rapprochement, notamment des formations médicales spécialisées. Il n'y a pas d'ailleurs, la DGOS, aussi bizarre que ça puisse paraître, n'a pas un pôle One Health. Alors, si, en fait, la réalité, c'est que la Direction générale de la santé y travaille. Ils ont des conseillers Une Seule Santé et ils sont très actifs dans la préparation de la feuille de route que j'indiquais tout à l'heure. J'imagine qu'il doit y avoir des échanges aussi avec la DGOS sur ces sujets-là. En tout cas, on avait rencontré Madame Daudet pour en parler avec elle. Et nous avons un rendez-vous avec le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie à la fin du mois d'octobre pour parler santé-environnement avec lui, puisque dans la dernière contribution charge et produits de la CNAM, il y a un chapitre sur santé-environnement et donc il y a des perspectives de la CNAM sur améliorer là aussi ce que la santé et l'environnement peuvent avoir à dire en matière de prévention et donc de prise en charge par l'assurance maladie. Donc nous sommes évidemment tout à fait attentifs à aller vers ces acteurs essentiels pour faire connaître mieux les actions de l'ANSES. Et le deuxième compartiment, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure, c'est peut-être beaucoup plus dans le domaine politique. Alors, j'ai évoqué le groupe GSE qui, évidemment, est fait de parlementaires notamment, et donc là, il y a des actions importantes avec la représentation parlementaire nationale, mais aussi les maires de France qui sont, je pense, des contributeurs importants pour diffuser cette information et peut-être leur indiquer qu'au fond, beaucoup d'informations sont disponibles et qu'elles peuvent peut-être leur être profitables. Et le cas échéant, s'ils continuent de les trouver trop complexes, c'est de faire peut-être, on a un document qui est une feuille d'information régulière de l'agence, mais peut-être faire un document qui soit peut-être plus inspirant pour les politiques dans leur connaissance de ces nouveaux risques qui apparaissent aujourd'hui. L'Institut One Health, à mon avis, dans lequel nous contribuons en particulier dans le comité ce qu'on appelle le comité des tutelles, mais aussi dans le cadre des formations, hein, avec des acteurs de l'agence qui sont impliqués dans les cycles de formation. Mais son développement pourrait permettre d'aller plus loin aussi dans cette approche des responsables de politique publique. On arrive à 9h58, donc à la fin de ce Café Lille. Je suis vraiment désolé pour Jacques, Pauline Brun et Agnès Bocconiano. Malheureusement, on n'aura pas le temps de prendre les questions.
Ils peuvent me les envoyer par mail s'ils souhaitent. Alors, voilà. Une question, c'est une n'hésite- solution pour le Non, cloud. Jacques, on ne peut pas. Et en plus de ça, Benoît Vallée a un agenda qui est un agenda bien chargé. Donc, il m'a fait promettre que ça s'arrêterait à 10 heures. Donc voilà, écoutez, je suis très content qu'on ait pu organiser ce Café Nil. Vraiment, merci Benoît de toutes ces explications. C'était particulièrement éclairant et je crois que dans ce monde un peu nouveau, on a besoin d'avoir véritablement de temps en temps des éclairages comme ceux que vous pouvez porter avec une vraie vision comme celle que vous portez également. Donc vraiment merci pour votre participation. Merci Olivier. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de revenir parce que c'est encore une fois un sujet qui pour nous est un sujet très important. Alors prochain Café Nil, ne croyez pas que on va s'arrêter pendant le mois de novembre, c'est pas les vacances scolaires, mais le prochain Café Nil qu'on est prévu, c'est le 11 décembre avec Lionel Collet et Jean Lessy sur la question de la France dans l'évaluation européenne des produits, comment l'HAS se positionnera. Donc bloquez déjà le 11 décembre. Et puis, bien entendu, vous savez très bien qu'on aura d'autres invités pendant le mois de novembre. Donc, gardez vos mercredis matins pour qu'on puisse se retrouver et discuter autour d'un café avec nos interlocuteurs. Et encore merci Benoît pour cette... Merci Olivier, et puis peut-être qu'on se retrouvera au Salon international de l'agriculture à la fin février. Avec plaisir. Si vos invités sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire, et puis ils peuvent m'envoyer des questions à benoît.vallet@anses.fr. Voilà, merci encore pour ce café du matin. Merci encore. À très vite.